Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Tara Bouaf. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous travaillez à Là-bas si j'y suis chez Daniel Mermet, l'ami Daniel Mermet. Le 11 juin dernier, vous avez fait l'objet d'une violente interpellation par les forces de l'ordre, puis maintenu en garde à vue pendant 24 heures alors que vous couvriez simplement une manifestation de soutien aux travailleurs sans papier. Vous êtes à présent poursuivi pour outrage et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique et votre téléphone a même été saisi. Il a été placé sous scellé. Vous êtes ressorti de cette séquence avec une épaule déboîtée, vous avez porté plainte, ça va mieux? Bah écoutez, on essaie de se soigner comme on peut. Je déteste les attelles, donc je n'en porte pas une aujourd'hui. Mais voilà, je prends des antidouleurs, j'essaie un peu de me remettre. J'ai 3 semaines d'arrêt, donc je ne bosse pas. Je profite peut-être un peu du soleil. Et puis merci de l'invitation déjà. Comment vous avez vécu cette séquence? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant que vous faisiez votre travail de journaliste et que vous avez été interpellé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je crois que ce qu'il faut dire, c'est que c'est déjà quelque chose d'assez systématique. C'est-à-dire que quand moi je vais au boulot, je sais que ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu vas en manifestation, quand on va sur un piquet de grève, on a systématiquement des policiers qui essaient de nous empêcher de faire notre boulot. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que quand on arrive sur notre lieu de travail, on a des policiers et des policières qui sont là, qui nous empêchent de filmer. Alors qu'ils savent très bien que c'est interdit et qu'ils s'exposent à des poursuites. Ça, c'est assez systématique et je le montre dans le cadre de mon travail. Ça vaut pour tous les journalistes? Ça ne vaut pas pour tous les journalistes, ça vaut pour les journalistes qui sont sur le terrain, qui documentent. Donc il y a un ciblage qui est assez particulier et qui est en même temps assez insidieux. Donc ça, il faut le dire, c'est quelque chose de systématique et on sait que ça peut nous arriver quand on arrive sur une manifestation, quand on nous enlève notre matériel de protection, on se fait gazer, on se fait matraquer, on se fait retirer notre matériel. Moi, le 1er mai, par exemple, je filmais une violence policière. Quand un policier m'a pris mon téléphone, me l'a arraché des mains, quand je lui ai demandé de me le restituer, il l'a pris et il l'a jeté par terre. Donc vous voyez bien, finalement, il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans et je crois qu'on n'en parle pas assez. Après, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un moment donné où en fait, on n'accepte plus. On se dit, bah, en fait, non, je suis juste en train de faire mon boulot ici. Et donc, non, je continue à filmer. Je n'accepte pas ce que vous êtes en train de faire. Et donc, à partir de là, les policiers, bah, en fait, du coup, se mettent un peu à monter d'un cran. Et il y en a un qui me chope le bras. Qui me le tire derrière, je hurle de douleur à ce moment-là et je dis mais tu vas me déboîter l'épaule et délibérément il la tire et il me sort complètement l'épaule. Ils se mettent à 4 sur moi et ensuite ils m'embarquent. Donc je crois que voilà, ici il y a quelque chose d'assez symptomatique finalement de la façon dont fonctionne la police avec les journalistes et ça on ne souligne pas assez. Alors on va revenir sur les critiques dont vous faites l'objet, qui sont nombreuses sur Twitter, mais quand même, principalement, vous avez reçu le soutien de plusieurs dizaines de rédactions de médias qui ont dénoncé une nouvelle atteinte à la liberté de la presse. C'est de ça dont il est question dans cette interpellation? Je crois que c'est assez clair, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on m'empêche de faire mon boulot, mais au-delà même du fait qu'on m'empêche de faire mon boulot, il y a une violation en règle du secret des sources. C'est-à-dire que moi, on m'empêche de faire mon boulot, mais on s'attaque aussi à la profession. Quand on met mon téléphone sous scellé sans aucune raison, parce que comme vous l'avez dit, je suis convoqué pour outrage et rébellion, pas pour atteinte à la sécurité de l'État. Donc quand mon téléphone est mis sous scellé et qu'il est envoyé au parquet de Créteil pour être exploité, et ben en fait c'est une attaque en règle contre la profession parce que si les informateurs, les sources aujourd'hui n'ont plus confiance en le fait que les téléphones, les ordinateurs des journalistes sont sécurisés et sont protégés, et bien il n'y a plus d'informations. Donc je crois que cet appel et ce communiqué qui a été signé par plusieurs rédactions, et je les remercie d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose d'assez salutaire. Cependant, il faut aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, le téléphone, malgré ses communiqués, il est toujours au parquet de Créteil. Et c'est assez inquiétant quand on sait que le parquet, en France, est intimement lié avec le pouvoir politique. Donc je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure et là, je vais avoir besoin d'un vrai soutien. Un mot quand même sur les motifs de l'interpellation et les motifs de la plainte. Et d'ailleurs, comme l'a assez bien expliqué Libération, on reproche souvent aux forces de l'ordre de mobiliser les infractions de rébellion et d'outrage pour camoufler justement les violences et des erreurs policières. C'est ce qui s'est passé là concrètement. Ouais, je crois que c'est assez clair pour tout le monde, mais je crois aussi que c'est quelque chose de pas nouveau. Moi, j'ai déjà été accusé plusieurs fois plus jeune, quand j'étais pas journaliste, quand j'étais ado. Moi, je viens d'Échirolles, en banlieue sud de Grenoble. Accusé d'outrage et rébellion, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les quartiers populaires. À partir du moment où on a un jeune en face de nous qui n'a commis aucune infraction et que sa gueule ne nous revient pas, on lui fout un outrage et rébellion et puis on l'emmène au poste. Et en fait, c'est totalement arbitraire. Et comme le souligne finalement cet article de Libé, c'est que en fait, les personnes qui déposent les PV, eh ben, ce sont eux-mêmes les victimes.
Donc il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans. Moi, il y a un truc que je veux souligner, c'est que ce policier de la BAC qui a porté plainte contre moi pour outrage et rébellion, il est allé ensuite au commissariat, je l'ai vu de mes yeux démarcher ses collègues pour qu'ils aillent signer des PV contre moi. Donc je crois qu'il est totalement entendable, et pour tout le monde, de remettre en question la légitimité de ce type de procédure en fait, qui est juste utilisée quand en fait on n'a rien à reprocher à quelqu'un, et bien on l'emmène au trou pour outrage et rébellion. Et je tiens aussi à préciser que sur ma fiche de garde à vue, sur mon premier PV pour lequel qui justifie ma garde à vue, il y avait 5 chefs d'inculpation, dont notamment violence contre des policiers, contre personnes dépositaires de l'autorité publique. On m'a dit que j'étais un sans-papier, que j'étais en situation d'irrégularité. Et quand la pression a été mise médiatiquement et politiquement, et que les gens appellent le commissariat et que les gens appellent la préfecture, le lendemain matin, ces chefs d'inculpation avaient disparu de mon PV comme par magie. Quand vous entendez justement la chef de l'IGPN dire qu'elle réfute totalement le terme de violence policière, ou même Christophe Castaner qui dans les colonnes du JDD a expliqué qu'il n'acceptait pas l'expression de violence policière, vous vous dites quoi? Ils sont dans le déni, ils vivent dans un autre monde? Comment vous interprétez cette lecture-là du gouvernement? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ces gens-là soient dans le déni. Je crois que ces gens savent très bien ce qu'ils font. Ce que je crois, c'est que il y a un pouvoir politique aujourd'hui dont on parle très peu. C'est un pouvoir à part entière, c'est l'institution policière. C'est une institution extrêmement puissante, et la vérité, je vais vous la dire, c'est quoi? C'est qu'on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui se chie dessus devant les syndicats de police. Aujourd'hui, les syndicats de police, et je le dis très calmement, ils ont plus de pouvoir que Castaner. On a bien vu comment ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient très rapidement. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ça que vous voulez dire? pendant la mobilisation des gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État, la seule barrière entre les gens qui crient dans la rue, qui crient contre l'injustice sociale, qui crient contre l'injustice fiscale, qui crient contre la misère, eh bien, la seule barrière entre eux et l'État, c'est la police. C'est la seule chose qui fait que cet État tienne encore. C'est la seule chose qui fait que ce gouvernement tient encore, c'est la police. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien dire contre la police. C'est un pouvoir politique à part entière, et c'est un pouvoir politique fascisant. Ça, il faut le dire. Donc aujourd'hui, par exemple, le responsable, le secrétaire général de Alliance, il a plus de pouvoir que Castaner. Et il peut faire ce qu'il veut au gouvernement. Donc ces gens-là ne sont pas dans le déni, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est juste qu'ils sont obligés de se coucher devant les syndicats de police. Un mot quand même sur votre profession, puisque les critiques dont vous faites l'objet sur Twitter, c'est aussi de dire que vous n'êtes pas un vrai journaliste, ou alors que vous êtes un journaliste militant. Ça vous va cette définition, journaliste militant? Ça m'irait si on la collait à tout le monde. C'est-à-dire que militant, pour moi, ça n'a jamais été une insulte. Ça n'a jamais été quelque chose de péjoratif. Cependant, ce que j'observe, c'est que quand c'est utilisé par en quelque sorte des médias dominants ou des journalistes en position dominante, c'est fait pour poser une barrière entre eux et moi, en disant que bon, il est journaliste, mais pas trop quand même. C'est pour éviter de tacher leur prestige, eux qui sont… bon, qu'est-ce que serait leur position de privilège si moi j'étais journaliste au même titre qu'eux, finalement, le petit rebeu de 22 ans qui n'a pas fait d'études. La vérité, c'est que y a pas de il y a pas de journalisme militant c'est-à-dire que quand on fait un papier, on a un objectif, on a un angle, on a choisi un sujet et pas un autre. Et à partir du moment où on a fait ce choix d'angle, ce choix de sujet, on a fait un choix politique. On veut raconter quelque chose, on a un objectif quand on écrit ce papier. Donc c'est faux de dire aujourd'hui qu'il y a des journalistes neutres et des journalistes politiques, enfin des journalistes politisés ou militants. Donc voilà, je crois que je suis, et ça je l'ai déjà dit, quitte à me répéter, je crois que je ne suis pas plus journaliste militant, je ne suis pas plus militant qu'un journaliste du Point, qu'un journaliste de BFM TV. Éric Zemmour, on lui accorde bien le titre de journaliste. L'autre, comment il s'appelle, le journaliste européen là, Quatremer, il annonce bien qu'il soutient Emmanuel Macron sur Twitter publiquement. Pourtant, on ne va pas lui dire que c'est un journaliste militant. Donc voilà, je crois que tout ça, c'est… Vous dérangez la profession aussi en allant creuser dans des terrains où d'autres journalistes ne vont peut-être plus? Bah écoutez… Vous leur envoyez à la figure peut-être? Écoutez, je crois que, sans prétention, je crois que le journalisme que je pratique, moi et d'autres copains, comme ceux comme Gaspard Glantz, comme d'autres, hein, j'en oublie, je crois que ça raconte quelque chose sur leur façon à eux de faire du journalisme. Ils ont quitté le terrain depuis bien longtemps, pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux font un boulot qui est intéressant à d'autres égards. Mais je crois qu'il y a une certaine forme de mépris quant à notre boulot. Je crois que, par exemple, la vidéo que j'ai faite d'Alexandre Benalla, bien sûr que s'il n'y avait pas eu d'enquête, etc., on n'aurait pas tous su ce qui s'était passé, etc. Mais la matière de cette affaire-là, en fait, si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas l'apporter. Et donc, je crois qu'il y a un apport qui est considérable et qui ne peut pas être comme ça balayé d'une main en disant voilà, c'est des militants, c'est des agitateurs, voire
c'est pas des journalistes, c'est même des manifestants ou des black blocs, j'en sais rien. Donc je crois que ça raconte quelque chose sur une certaine frange du journalisme qui a quitté le terrain. Eux, ils ne m'accordent pas le statut de journaliste, tant pis, mais je crois que ce qu'on fait, c'est aussi quelque chose d'assez important. J'ai une dernière question, Tahabouaf. En 2018, lors des manifestations étudiantes à Tolbiac, vous avez été largement critiqué pour avoir relayé une rumeur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sur un étudiant blessé grave par les forces de l'ordre. Quelle leçon journalistique justement vous en retenez de cette séquence? Écoutez, déjà à ce moment-là, à ma décharge, j'étais pas journaliste, j'étais jeune étudiant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment donné où on est dans un contexte de violence. On sort des attaques de Montpellier. À Tolbiac, on a aussi subi des attaques de fachos. Et à ce moment-là de l'évacuation policière, il y a eu des violences. Ça, c'est quelque chose de certain. Cependant, voilà, moi, à ce moment-là, j'ai des copains qui viennent me voir et qui me disent voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. À ce moment-là, je n'avais pas de raison de ne pas le croire. J'étais pas dans une démarche journalistique. On est venu me raconter ça. J'ai retranscrit ces témoignages, moi, je les ai reliés sur Twitter. Comme Marianne, comme Le Média, comme d'autres, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'aurais dû recouper, j'aurais dû revérifier. Il y avait plusieurs personnes qui me disaient la même chose, je l'ai écrit sur Twitter, j'ai fait une erreur, ça m'a fait une bonne leçon parce que jusqu'à aujourd'hui, on m'harcèle sur Twitter en me disant le mythomane de Tolbiac, de machin. Je n'ai rien inventé, j'ai retranscrit un témoignage qui s'est avéré être faux, je me suis fait taper sur les doigts, ça m'a appris une bonne leçon et à partir de là, je suis peut-être rentré dans une démarche plus journalistique. Bien que je n'étais pas encore, et j'ai commencé à recouper mes informations, à documenter et ne pas tomber dans la facilité de croire que parce que voilà, les flics sont méchants, il est forcément arrivé ça. Donc je crois que ça a été une bonne leçon et je crois que c'est assez malhonnête de continuer à me le reprocher encore aujourd'hui, comme si d'autres journalistes n'avaient jamais fait cette erreur. On a vu les journalistes qui ont relayé la fake news de Castaner sur l'hôpital de la Salpêtrière. On a vu des journalistes qui effaçaient qui falsifiaient même des images. On pense à la pancarte Macron dégage, on a enlevé dégage. Ou des journalistes de l'AFP qui se sont trompés en disant que Bouygues était mort. Enfin bon, voilà, ça arrive. Mais aujourd'hui, voilà, quand on ne peut pas discréditer mon travail, on essaie de trouver des trucs par-ci par-là. Donc je crois que c'est assez malhonnête et c'est assez mesquin. Merci beaucoup Tahabouaf. Merci.